On vous parle de ce gros scandale d'espionnage qu'on appelle l'affaire Pegasus. Une bonne partie de la classe politique aurait été visée, dont un numéro de portable appartenant à Emmanuel Macron. C'est un scandale mondial, ce logiciel israélien Pegasus, logiciel d'espionnage de journalistes et de dissidents. Le phénomène est planétaire. Un espionnage massif a eu lieu à travers le programme Pegasus. C'est une fuite de données explosive. Beaucoup de gens se disent finalement il a été écouté. C'est ce qu'on entend dans les conversations. C'est beaucoup plus profond et beaucoup plus grave que ça. Espionner des journalistes, c'est vouloir les intimider, c'est vouloir leur faire peur, c'est vouloir les dissuader de publier des informations. C'est une affaire que l'on n'oserait même pas imaginer dans les films d'espionnage les plus rocambolesques. Le président de la République française, potentiellement espionné par les services secrets marocains, par le biais d'une société israélienne proche du gouvernement israélien. Emmanuel Macron, mais pas que. L'ancien Premier ministre, le ministre de l'économie, de l'intérieur, de l'éducation, des affaires étrangères, le directeur de Mediapart, des dizaines de journalistes, d'opposants politiques, de responsables d'État ou encore de militants dans le viseur d'un logiciel espion israélien qu'aucun téléphone traditionnel, même pas les iPhones, ne peut contrer, piloté par les services secrets marocains. Les faits sont si ahurissants que même les responsables politiques ont du mal à réagir. Ces révélations qui s'enchaînent depuis dimanche dernier suggèrent qu'au plus haut niveau de l'État, en France, mais pas seulement, nous sommes incapables de protéger les données les plus sensibles. Violation des droits de l'homme, surveillance de masse, espionnage et crise géopolitique. Aujourd'hui pour Blast, je reviens sur l'affaire Pegasus. Tout est parti de ces premières révélations dimanche 18 juillet. Elles sont le résultat d'une enquête sans précédent menée par plus de 80 journalistes de 17 médias dans 10 pays, dont le journal Le Monde et Radio France, et coordonnée par Forbidden Stories, une ONG basée à Paris, avec le soutien technique d'Amnesty International. Ensemble, dans plusieurs pays, et dans le plus grand secret, ils ont analysé des centaines de téléphones pour déterminer qui avait été infecté par le logiciel espion Pegasus. Mais alors Pegasus, c'est quoi ? Eh bien c'est un logiciel qui accède à votre téléphone sans que vous ayez à faire quoi que ce soit, même pas par le biais d'un lien frauduleux ou d'un email. Le logiciel prend alors le contrôle de votre téléphone et il voit tout ce que vous voyez. Il peut tout aspirer. Photos, vidéos, contacts, SMS, emails, mais aussi tous les messages sur les messageries cryptées comme Telegram ou Signal, rien ne lui échappe. Plus effrayant encore, le mouchard active le micro de votre téléphone et enregistre tout sans que rien ne s'allume. Et il est impossible de s'en rendre compte. And now they're actually taking control of that phone fully and turning it against the people who bought and paid for it, but no longer truly own it. C'est une arme extrêmement sophistiquée qui vise à connaître tout de vous, tous vos secrets. Une véritable menace pour la liberté d'expression, pour la liberté de la presse. Mais qui fabrique une telle arme technologique ? C'est la société NSO, une start-up israélienne connue dans le domaine de la surveillance. En théorie, il ne peut être vendu qu'à des organisations étatiques et pas à des entreprises privées donc. L'objectif visait des personnes soupçonnées de terrorisme ou de crimes graves. Ça, c'est en théorie. En pratique, Pegasus est utilisé par des régimes autoritaires pour espionner des journalistes, des avocats, des militants des droits de l'homme ou même d'autres chefs d'État. Mais qui utilise cette technologie exactement ? Parmi les révélations, des pays pas vraiment connus pour leur respect des droits de l'homme. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Kazakhstan, le Maroc ou l'Azerbaïdjan, mais aussi des pays normalement classés comme démocratiques, à l'image de la Hongrie, de l'Inde ou du Mexique. Le travail des journalistes se fonde sur une liste qu'ils ont obtenue. Elle compte 50 000 numéros de téléphone sélectionnés par les clients de NSO depuis 2016 pour une surveillance potentielle. En France, si le scandale a un tel écho, c'est car des hauts responsables sont parmi les cibles du logiciel de surveillance, notamment Emmanuel Macron. Ce sont les services secrets marocains qui auraient souhaité mettre une bonne partie du gouvernement français sous surveillance. Des faits que le Maroc dément fermement, évidemment. Alors, certains ont soulevé que l'espionnage a toujours existé entre États, que les micros dans les ambassades, ce n'est pas nouveau, et qu'essayer de faire taire l'opposition politique n'est pas non plus une pratique née dans les années 2000.
Alors pourquoi est-ce que cette affaire me concernerait moi, citoyenne lambda? C'est ce que je suis allée demander à une responsable d'Amnesty International qui a travaillé sur le sujet. N'importe quelle personne peut être ciblée, et là en l'occurrence ce sont des personnes qui peuvent être critiques vis-à-vis du pouvoir, des défenseurs, des journalistes, des personnalités issues de la société civile, c'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri. Aujourd'hui, ce secteur est tellement opaque, il y a aucune transparence, il n'y a aucune réglementation qui encadre en fait le secteur de la cybersurveillance, et effectivement ça donne lieu à des attaques qui sont pas qu'on a beaucoup de mal à tracer, mais qui peuvent avoir des répercussions extrêmement graves dans le monde réel, le monde physique. Quand elle parle de répercussions physiques, on en arrive justement au cœur du sujet. Cette technologie, vous en avez sûrement entendu parler, car Emmanuel Macron a été visé. Mais ça fait des années que de nombreux journalistes et experts alertent. L'entreprise NSO est loin, très loin d'en être à son premier scandale. Reporters sans frontières publiait déjà un premier rapport en 2017 sur Pegasus. Et tous ces articles ont été publiés il y a déjà plusieurs années. Le journaliste spécialiste Olivier Tesquet en parlait d'ailleurs dans une interview pour Blast il y a quelques mois. S'il est très grave que notre président et d'autres responsables aient pu être espionnés, imaginez une seconde les conséquences que cela a pu avoir pour certains opposants politiques dans d'autres pays. Le journaliste saoudien Ramal Khashoggi a été assassiné et découpé en morceaux dans une ambassade en Turquie alors qu'il avait été infecté par le logiciel, tout comme son entourage proche au moment de son meurtre. Au Mexique, c'est un reporter indépendant qui est mis sur la liste des cibles quelques semaines avant d'être assassiné, tout comme les proches de 43 étudiants mystérieusement disparus au Mexique en 2014. Le journaliste marocain Omar Radi, de son côté, vient d'être condamné à 6 mois de prison ferme après que son portable ait été infecté par Pegasus. Les conséquences et enjeux sont donc graves et multiples, et on ne peut pas tout analyser ici, sinon cette vidéo durerait 8 heures. Mais côté français, ce qu'il faut retenir, c'est évidemment les questions de sécurité des responsables politiques. Pourquoi le numéro de téléphone d'Emmanuel Macron, qui avait déjà fuité dans les Macron Leaks, est-il resté inchangé? Pourquoi les ministres gardent-ils leur portable au Conseil des ministres alors que c'est interdit? Pourquoi n'utilisent-ils pas ces portables sécurisés, beaucoup moins pratiques certes, mais plus sûrs? À l'international, y compris en France, se pose bien sûr la question de la protection de la société civile, indispensable à toute démocratie. Si des chefs d'État ne sont pas à l'abri, alors personne ne l'est. En France, une journaliste du Canard enchaîné ou le fondateur de Mediapart étaient sur la liste des personnes visées, tout comme 1000 autres Français, principalement de la société civile. Les défenseurs des droits humains et de la liberté de la presse alertent, toute la lumière doit être faite sur cette affaire. Certains estiment même que la France aurait coopéré avec les services marocains. C'est la théorie de Fabrice Epelboin, un entrepreneur et enseignant spécialiste de la cybersécurité. Il faut quand même ouvrir les yeux sur le fait que typiquement dans les journalistes espionnés en France, on en a à ce stade, et on est au début de l'affaire, un au Monde dont on n'a pas l'identité mais qui n'a strictement aucun rapport avec le Maroc, qui n'a jamais écrit sur le Maroc, et puis on a Éric Zemmour qui n'a quasiment aucun rapport avec le Maroc. Très clairement, il s'agit plutôt d'accords de coopération entre les services marocains et les services français, parce que la loi interdit aux services français d'espionner des journalistes, des avocats ou quoi que ce soit de ce type-là en France, mais par contre, rien n'interdit au Maroc d'espionner pour le compte de la France et de partager ses renseignements. C'est par ailleurs ce mode de coopération qui avait été utilisé par les Américains qui avaient collaboré avec le Danemark pour espionner les hauts responsables européens entre 2012 et 2014. En Inde, autre figure de la société civile ciblée, le Dalai Lama par exemple, ou plutôt l'entourage du Dalai Lama qui refuse d'avoir un smartphone. Olivier Tesquet, l'auteur d'État d'urgence technologique, dit avoir l'impression de crier dans le vide depuis des années. Pour lui, impossible de savoir à l'heure actuelle qui a espionné qui et au travers de quelles alliances exactement, mais le danger démocratique est immense. Les outils de NSO, ça permet de débusquer le prochain Nelson Mandela avant même qu'il ne soit au courant lui-même qu'il est le prochain Nelson Mandela. Et je crois que ça résume assez bien le danger de ce type de technologie, c'est qu'on est, encore une fois, des sociétés civiles qui, dans leur ensemble, soient bâillonnées par ces technologies-là. Pour de nombreux observateurs, cette affaire n'est que la pointe de l'iceberg. Et c'est le scandale le plus grave depuis les révélations d'Edward Snowden en 2013, y compris pour Edward Snowden lui-même. The NSO Group is only one company of many. And if one company smells this bad, what's happening with all the others? Là, on est en train de parler en fait d'une technologie qui est accessible à n'importe quel gouvernement dans le monde, qu'il peut utiliser contre n'importe qui en toute invisibilité. Donc oui, là, l'ampleur, elle est vraiment sans précédent et on est probablement loin
encore du compte, parce que nous, on a eu accès enfin, le consortium de journalistes a eu accès à 50 000 numéros de téléphone qui visiblement sont liés à 10 pays clients de NSO. NSO se vante d'avoir une quarantaine de pays clients dans le monde, donc on peut imaginer le nombre de personnes que ça peut représenter ou de cibles potentielles du logiciel espion Pegasus. Enfin, dernier volet de cette vidéo, les conséquences. Qui va être sanctionné à la fin ? Eh bien là aussi, c'est extrêmement compliqué. De son côté, le gouvernement français est sur cette position. Effectivement, des investigations qui ont été lancées, elles avancent, elles progressent. Ce que je peux vous dire ce matin, c'est que le président de la République suit au plus près ce dossier et prend cette affaire très au sérieux. Que va-t-il se passer très exactement? Quelles sanctions sont envisagées? On n'en saura pas plus. Les services secrets concernés nient en bloc, évidemment. Le Maroc martèle que non, il n'utilise absolument pas Pegasus. De son côté, l'entreprise qui fabrique les logiciels, la NSO, assure qu'elle a toujours fait très attention dans le choix de ses clients, qu'elle n'était pas au courant de ces pratiques, bien que cela lui soit montré du doigt depuis 2017, ce qui implique qu'elle n'avait donc pas connaissance des listes. Ça, c'était avant que ne sorte le nom d'Emmanuel Macron. Et là, soudainement, la NSO a assuré que le président français n'a pas et n'a jamais été une cible ou n'a jamais été sélectionné comme une cible par des clients de NSO. Rajoutez par-dessus tout ça que NSO est censé soumettre sa liste de clients à la validation du gouvernement israélien et que le gouvernement israélien est censé être un allié des États-Unis, qui est un allié de la France, et que le gouvernement israélien aurait donc validé cette vente auprès de pays qui sont loin d'être ses amis, comme l'Arabie Saoudite. Mieux, le logiciel espion a parfois été vendu à des pays juste avant le rétablissement des relations diplomatiques avec Israël. Ce fut le cas pour le Maroc. Pegasus aurait donc été un outil de négociation internationale. Bref, vous l'aurez compris, c'est un véritable bourbier géopolitique. Mais il faut évidemment aussi demander des comptes à Israël, quand on voit que Benyamin Netanyahou, lui-même, lorsqu'il était Premier ministre, a donné son accord personnel presque pour que NSO puisse équiper un certain nombre de pays, je pense à la Hongrie là en l'occurrence. Donc cette proximité avec le pouvoir devrait nous interpeller et devrait pousser la France et d'autres pays à demander des comptes. De leur côté, plusieurs ONG demandent une action internationale immédiate et coordonnée. Et puis il faut qu'au niveau international, se mettre en place un cadre réglementaire qui puisse effectivement être conforme aux droits humains. Et notre demande aussi, enfin, à Amnesty International et d'autres organisations, c'est qu'en attendant qu'un tel cadre réglementaire soit mis en place, il faut absolument un moratoire mondial, immédiat, sur les transferts de cette technologie. Un moratoire, c'est un genre de bouton pause qui permet de passer en revue les entreprises, les dispositifs et les logiciels qui sont vendus pour savoir qui fait quoi. Après, ces velléités de moratoire vont probablement se fracasser sur une réalité politique qui existe en Israël, mais qui existe aussi sous nos latitudes. C'est que ces entreprises sont souvent aussi en cheville avec les services de renseignement, et qu'on touche donc à la raison d'État, et qu'on touche au secret, et qu'on touche au régalien du régalien. Et dans ces conditions-là, on sait que c'est extrêmement difficile d'obtenir des résultats. L'affaire Pegasus est donc loin d'être une simple affaire d'espionnage de plus. C'est un véritable scandale démocratique à tous les niveaux qui pose des questions majeures sur la place de la société civile dans nos démocraties et le rôle que nous acceptons d'accorder aux nouvelles technologies dans nos vies. Le lanceur d'alerte Edward Snowden a réagi à plusieurs reprises à cette affaire et je vais terminer cette vidéo par ses récentes déclarations. S'il est possible de faire la même chose à moindre coût et sans aucun risque, les gouvernements vont se mettre à le faire tout le temps contre toute personne présentant un intérêt, même marginal. C'est ce que montre cette liste de 50 000 personnes. Vous ne pouvez pas installer des micros dans 50 000 foyers, il n'y a pas assez de spécialistes en écoute dans tous ces pays pour ça, mais s'ils peuvent simplement tendre le bras et accéder à votre poche, ils le feront. Et vous, dites-nous ce que vous avez pensé de cette affaire dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur Facebook, Twitter ou Instagram. Je vous le répète à chaque vidéo, mais Blast est un média complètement indépendant. Nous ne sommes financés que par nos abonnés et nos donateurs. Alors, si vous le pouvez, abonnez-vous sur blast-info.fr et moi je vous dis à bientôt.